Salut, c'est Eric Cantona. Vous regardez Click. Bienvenue dans Click, Eric. Je Merci. suis extrêmement heureux et content de pouvoir parler avec toi. C'est la deuxième fois que tu viens dans Click et c'est toujours un bonheur et je te le dis, une fierté de t'avoir parce que tu représentes énormément de choses pour moi. Moi, je suis pas un grand dingue de foot. Moi, je suis un dingue de l'humain que tu es. C'est-à-dire que tout ce que tu as raconté de ta carrière, toutes tes prises de position, de paroles, ce que tu as dit, même des erreurs que tu as assumées, tu as toujours été intègre au bon endroit et quelqu'un de libre. Et là, tu sors un album dont le thème, c'est la liberté. C'est un album qui s'appelle Perfect Imperfection, la perfection de l'imparfait. On le traduirait comme ça en français. Et c'est un album de rider. C'est-à-dire que c'est un album qui s'écoute en roulant, en marchant, mais ça s'écoute seul, pour être seul avec ses pensées. Et c'est l'album d'un mec, moi j'ai envie de l'appeler les larmes du tigre, ou les larmes du king, cet album. Parce que c'est finalement le moment où tu as été le plus à nu, c'est à travers la musique. Et est-ce que c'est ça finalement ton rapport à la musique, une manière d'être à nu? Par l'écriture. Hein. Alors après, l'écriture, on a écrit des textes plus ou moins longs, pour soi, un recueil, accompagné d'un dessin, accompagné de... à un moment donné, je faisais des dessins qui naissaient après une petite pensée, quoi, quelques mots comme ça, ou quelques mots, entraîner un dessin, ou le mettre en musique. Parce que de toute façon, même si c'est pas mis en musique, j'ai toujours essayé de... En fait, ce qui me guide, c'est d'abord la liberté de pouvoir écrire et de trouver une musicalité dans les mots. Et que ce soit pour un texte de musique ou pour autre chose. Voilà. La liberté, quand on prend ton histoire, elle passe aussi par l'affranchissement. Comment est-ce que tu t'es affranchi et comment est-ce que tu as réalisé qu'il fallait que tu t'affranchisses et que tu n'étais pas forcément libre dans ta vie? À quel moment tu as eu cette sensation-là? J'ai eu cette sensation, mais après ça dépend des gens, ça dépend du degré d'acceptation. Moi, j'ai toujours eu ce sentiment que je devais trouver quelque chose pour être plus libre, quoi, en tous les cas. Et je pense qu'au plus je suis libre, au plus j'ai envie d'être libre. C'est pour ça que des fois, des fois, on pourrait se contenter de ce qu'on a, quoi. Voilà. Et de ce qu'on est. Mais d'abord, trouver un moyen de s'exprimer pour avoir ce sentiment de liberté. En même temps, ce sentiment de liberté, il est éprouvé après un sentiment d'enfermement. Donc, moi, j'adore ce sentiment de liberté. Comme au moment où on brise... Ces chaînes. Où on brise les chaînes, où on cisaille les barreaux pour pouvoir s'échapper, quoi. Donc, il est extraordinaire, ce moment. Comme quand on va manger quelque chose et qu'on a faim, quoi. Voilà, si on n'a pas faim, après, on apprécie les choses, mais on les apprécie si on a faim. Donc, ce sentiment de liberté, il faut qu'il soit éprouvé après un sentiment d'enfermement. Alors, est-ce que c'est un plaisir? Oui, c'est un plaisir. Est-ce que je me passerai de ces moments d'enfermement? Certains moments d'enfermement, ouais. Très volontiers. Il y a un fantôme dans l'album, c'est ton enfance. C'est-à-dire qu'il y a un fantôme sur les regrets, les disputes, le rapport à la famille, les choses qu'on arrive à dire, qu'on n'arrive pas à dire, ce qui nous manque. Est-ce que enfant, tu te sentais enfermé ou pas à ta place? Non, je me suis toujours senti à ma place, toujours aimé. On a vécu dans une famille où on n'avait pas grand-chose, mais on était entouré d'amour, de plaisir et d'échanger et d'avoir des discussions passionnées. Mes deux derniers enfants qui ont 16 ans et 12 ans, des fois, ils ont l'impression qu'on se dispute. Mais on ne se dispute pas, on parle juste avec passion. Et on peut en arriver à se disputer aussi. Mais c'est des choses qui durent pas. Mais oui, on est une famille où on exprime des choses. Donc, par exemple, la chanson sur la déchirure, qui peut être quelque chose
qui se passent dans les familles, mais aussi des choses qui se passent Dans toute dans la cellule. société, Ouais. où finalement, on va devoir vivre ensemble et faisons tout pour vivre ensemble avec amour, quoi. Et même s'il y a des incompréhensions certaines fois et des différents points de vue. Il y a aussi une thématique dans cet album, j'ai l'impression que c'est aussi l'histoire d'un mec qui cherche tout le temps à s'améliorer, qui cherche à être meilleur, qui fait d'abord l'exégèse de ses défauts, en disant je suis comme si, j'ai pu faire ça, j'avoue, je reconnais ça, mais j'essaie d'être quelqu'un de meilleur. Et j'ai l'impression que ça va aussi avec l'âge, cette forme de prise de conscience et de se dire, bah là, moi, Éric Cantona, j'arrive à la soixantaine et j'ouvre un nouveau chapitre. J'en ferme pas un, mais j'en ouvre un autre. Ben, c'est l'avantage de l'âge, quoi. L'avantage de l'âge, c'est... j'ai jamais vraiment fait ce que j'avais pas envie de faire, mais il m'est arrivé de faire... de passer des soirées, de passer du temps avec des gens que j'aime bien, mais j'avais pas forcément envie d'être là, quoi. Et avec le temps, au plus ça va, quoi, au plus je me dis, mais non, pourquoi je vais faire ça si je n'ai pas envie de le faire, quoi. Voilà. Bon, après, on est obligé de faire des concessions dans certaines choses dans la vie, quoi. C'est important aussi. Ou alors on vit un ermite, quoi. D'ailleurs, mon idole, c'est mon grand-oncle qui était un ermite, quoi. Et c'est la chose peut-être la plus simple à vivre, quoi, mais qui est finalement la plus difficile à mettre en place. Et certains qui ont passé le cap, après quelques semaines, quelques mois, ils ont vécu des difficultés. Moi, je ne sais pas si je vivrai ces difficultés-là. En tous les cas, c'est bien aussi d'avoir des choses comme ça, comme un dernier refuge, quoi. Voilà. Je sais que j'ai ce petit truc, j'ai cette roue de secours, quoi. Voilà. Donc, Est-ce qu'on t'a volé des choses dans ta vie ? Est-ce que le foot t'a volé des choses ? Est-ce que le fait de partir tôt en centre de formation, ça t'a volé des choses ? Est-ce que la notoriété, ça t'a volé des choses ? ça m'a amené plein de trucs aussi, quoi. Ouais. Voilà, après j'ai vécu très tôt avec ce truc d'être l'idole de sa rue, et puis l'idole de son quartier, et puis l'idole de la ville, et puis d'un pays, et puis voilà, ça, après c'est comme ça. Jusqu'à 15 ans, on part au centre de formation, je suis à Auxerre, ben, on est les jeunes du centre de formation. Donc jeunes du centre de formation, on a des cadenas aux fenêtres, on peut sortir le lundi jusqu'à 23h. Ça, c'est la méthode Giroud. Ça, c'est la méthode Giroud, mais je pense que ça se passe dans plein d'endroits. C'est une petite ville, dont tout se sait, Giroud c'est tout. Ce qui mettait... à l'époque, il y avait les... bon, pas à 15 ans, mais à l'époque, il y avait les pros, quoi. Il y avait les kilomètres voiture. Et c'était pas électronique, tout comme maintenant, là. Voilà. Il y avait les trucs qui tournaient, là, comme ça. Là. Vous voyez, comme les cadenas. Là. Ouais. Donc, il allait à 10h du soir relever les kilométrages, et puis il revenait à 5h du matin relever le kilométrage, voir si les mecs ils étaient sortis la nuit, quoi. Voilà. Donc... Et toi, t'étais discipliné ? Moi, j'étais discipliné. Oui, j'étais discipliné. Après, j'étais un adolescent, quoi. Donc, on est à Auxerre, il connaît tout le monde, donc on se sent observé partout où on va. Donc, on n'a pas la liberté qu'on voudrait, mais en même temps, on est là pour réussir. Et pour réussir, ben, c'est une éducation, la discipline aussi, quoi. Il y a la motivation. Un jour, on est motivé, le lendemain, on l'est moins, et puis il y a la discipline, quoi. Et je trouve que c'est une très belle image, quoi. Discipline, c'est quelque chose qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie. Se dire qu'on s'est imposé un truc, on va au bout, quoi. Voilà. La motivation, c'est j'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire. J'ai envie, je le fais. J'ai pas envie, non, je le fais pas. Voilà. Donc oui, moi j'ai eu envie de réussir. Il y a des moments où j'avais envie aussi de passer du temps avec ma famille, d'aller au bord de la plage, de rencontrer des filles, machin, sortir en boîte de nuit, comme tous les jeunes, quoi. Voilà. Donc c'est important d'avoir un minimum de discipline. Mais moi, il y a quelque chose qui me touche dans ta réussite, c'est même ton rapport au foot, c'est que, et c'est le cas aussi de plein de footballeurs qui viennent de milieux populaires, c'est que quand ils réussissent, ils emmènent leur famille avec eux, ils le font pour leur famille. Ouais, moi, ils étaient à Marseille, ils étaient bien. Hein. Je suis parti à Auxerre. Ils venaient me voir. Hein.
Ils venaient me voir un week-end. Mon père prenait la voiture avec ma mère, mes frères, certaines fois. Et ils venaient me voir. Ils venaient me voir, là, je me disais, il faut que je fasse un bon match. Il faut. Je dois faire un bon match. Et puis, je faisais jamais un bon match quand je m'imposais ça, quoi. Puis, un jour, je me suis dit, non, mais il faut pas, je dois pas, quoi. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais le faire à fond. Et j'ai pas de regrets, quoi. De s'imposer des choses, quoi. De s'imposer des choses, ça crée des freins, quoi. Ça crée des barrières, quoi. Enfin, de s'imposer des choses. Je dois absolument. On se met une pression, quoi. Voilà. Il y a le plaisir aussi de jouer. Voilà, je me suis bien préparé, j'ai bien travaillé, j'ai la confiance nécessaire pour m'amuser, quoi. Prendre du plaisir, parce qu'au final, c'est ça, quoi. Et puis, je me suis rendu compte, avec le temps, qu'en fait, c'est bon pour tout dans la vie, quoi. C'est-à-dire que si on a envie de prendre du plaisir quelque part, on a envie de prendre du plaisir sur scène, théâtre, on a envie de prendre du plaisir sur un tournage, sur un plateau, on a envie de prendre du plaisir sur scène pour la musique, un studio avec d'autres musiciens. Ben, on doit travailler. On doit travailler parce qu'on est là pour se faire plaisir. On fait les choses pour le plaisir, pour vivre des moments intenses. Et ces moments intenses, ils n'arrivent que du travail, naît la confiance, et de la confiance, naît le plaisir. Et ça, je l'ai appris par le sport. Mais après, je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ce genre de choses, quoi. Mais je trouve que c'est beau de trouver des images et des mots, quoi. Ouais. Des choses très courtes, quoi, qu'on n'a pas besoin de choses très courtes. Je suis de passage. Ça crée... on s'allège. Je dois pas, il faut pas. Non, je suis là pour le plaisir, quoi, de faire les choses, pour la beauté, quoi. Et je donne tout. Et comme ça, j'ai pas de regrets, quoi. Et je donne tout, j'ai pas de regrets. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, hein. Tu penses qu'il y a quoi après la mort? Après la mort, il y a le souvenir qu'on laisse, quoi. Ouais. Moi, je me dis que c'est ça, la réincarnation. C'est qu'est-ce qu'on a laissé, quoi. Pas qu'est-ce qu'on a laissé pour... Non, qu'est-ce qu'on a laissé au nôtre, quoi. À notre famille, à nos enfants, à nos amis. C'est ça le plus important. Tu te poses souvent cette question de qu'est-ce que tu as laissé déjà, ou qu'est-ce que tu vas laisser? Oui, et je pense que c'est... même si je voudrais être éternel, quoi, je pense que c'est important qu'il y ait finalement un moment donné où on n'est plus là, quoi. Parce que ça nous motive aussi, quoi. Ça nous motive à faire des choses, quoi. Et pourquoi on fait ces choses? On fait ces choses pour le plaisir de les faire, mais on fait des choses aussi pour laisser quelque chose. On nourrit le souvenir, quoi. Souvent, j'ai cette conversation avec mes potes, quand là, en vieillissant, tu te rends compte que tu peux enterrer des copains, des parents de copains, des copines et tout ça, et tu te dis, mais qu'est-ce qui est le plus dur dans la vie? Est-ce que c'est de penser à sa mort, ou de penser à ceux qui sont déjà plus là, ou qui vont partir? Penser à sa mort, c'est on ne peut pas l'éviter, quoi. Mais qu'est-ce qui est le plus douloureux? Je crois que le plus douloureux, c'est de perdre des proches, quoi. C'est ça le plus douloureux. Partir, ça se fait comme ça, quoi. Après, ça dépend comment on part. On part dans la douleur, dans la maladie. Voilà, moi, dans l'idéal, j'ai pas envie je voudrais ne pas avoir à y penser vraiment, quoi. Et puis on part vite, quoi. Le monde qu'on a autour de nous, il est clairement en train de partir en sucette. C'est aussi une des thématiques d'un monde en feu. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Et je sais que à toi, si je te pose la question, ça va pas paraître étrange, mais est-ce que tu commences pas à voir des signes de fin du monde? De fin du monde? Ouais. Moi, je dirais plutôt de signes de fin de l'humanité, quoi. Fin de l'humanité, comme... Après, on est des vieux cons, peut-être, j'en sais rien, moi. Mais... Après, j'essaye de faire des chansons. J'essaye d'écrire des trucs. Enfin, j'essaye pas, j'écris des trucs. Une chanson qui s'appelle « Droit » dans l'album. J'essaie de m'exprimer. Les chansons, c'est ça, c'est moi, c'est ma vie.
ce à quoi j'aspire, c'est l'observation du monde, et c'est l'homme n'a plus ses droits, il ne lui reste que ses doigts. Ce que tu dis, Ces bandes de tordus, les leur foutre au cul, quoi. Ouais. Tu dis justice universelle sous influence qui, au-delà du réel, mène la danse, pour que parfaitement tout roule et qu'un jour satisfaite soit la foule. Ouais. Tout y est dans des coffres scellés. Avant que n'aient été prononcés du haut de leur biblique refuge les verdicts de messieurs les juges, l'homme n'a plus ses droits, il ne lui reste que ses doigts. Pour cette bande de tordus, leur foutre au... Et leur foutre au cul. Ouais. C'est une chanson que j'avais écrite au départ pour... j'arrivais de l'ambassade d'Équateur, c'était, où était Assange, Julian Assange. Et j'étais là-bas, je venais de le voir. Et puis, je suis dans l'avion pour revenir de Londres. Puis, il y avait un article d'Eva Joly qui le défendait un peu, plus ou moins. Enfin, pas plus ou moins, qui essayait de regrouper des gens et tout. Donc, j'ai écrit au départ pour Julian Assange. Et puis, il y a eu le Covid. On devait l'enregistrer, puis il y a eu le Covid. Donc, ça freinait plein de trucs. Et puis, il a été jugé, tout ça. Donc... Et puis, je me suis dit, je vais l'adapter à quelque chose de plus général, parce que finalement, Julian Assange, c'est juste un exemple parmi tant d'autres depuis des siècles, quoi. Et donc, je l'ai adapté à quelque chose de plus général, donc plus intemporel, quoi. Voilà. Même si je pense qu'on se souviendra de Julian Assange longtemps, et de ce qu'on lui a fait subir. Voilà. Parce que finalement, il a donné... Qu'est-ce qu'il a fait, quoi. Puis il y a quand même des journaux qui ont repris tout ce qu'il a raconté, quoi. Non ? Comment tu te retrouves impliqué dans ces causes-là ? Impliqué ? Ouais. Concerné, en tout cas. Ouais, par l'observation du monde, par la beauté du monde, par la beauté des paysages, par la beauté de la nature, par la force de la nature, l'énergie de la nature, et par ce qu'on en fait, parce qu'on fait de l'humain, quoi. Hier, je me disais, putain, j'ai envie de faire un truc. Je voudrais créer une loi, ou lancer le truc en plus, parce que en gros, parce que c'est pas moi qui vais la créer, la loi. Mais demander, qu'on demande à tribunal international, une loi internationale qui dirait que si un président décide d'aller faire une guerre, il soit le premier au front, au lieu d'envoyer des jeunes de 18 ans. Et là, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de guerres. Parce qu'en fait, ils sont tous dans des bureaux de 25 mètres de long. Et puis on envoie des jeunes de 18 ans à la mort. Puis on envoie des jeunes de 18 ans de chez toi. Mais souvent, tu es l'oppresseur. Et puis en face, il y a des... C'est même pas des jeunes de 18 ans. C'est des gamins de 3 ans, 2 ans. Des innocents, des civils, quoi. Ou des soldats. Mais il y aurait moins de guerres, je pense, que si on faisait ça. Parce que des courageux, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'adore le président de la Colombie. Déjà, il a fait un discours extraordinaire à l'ONU. Sur ce qui se passe sur le conflit. Il a fait un discours magnifique. Et puis Trump, il fait ça. Et il menace d'attaquer les pays d'Amérique du Sud. Et lui, c'était un ancien FARC. Et il avait promis de ne plus toucher les armes. Et il a dit, mais si Trump il arrive, qu'il vienne ici. Et je reprendrai les armes. S'il y a un mec comme ça, ok. Mais la plupart des mecs, c'est des mecs qui sont dans des bureaux qui envoient les autres. Donc je pense que s'il y avait une loi comme ça, parce que finalement, moi, par exemple, il n'y a pas un de mes enfants qui ira à la guerre. 0. Pourquoi faire ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour qu'un jour, le soldat inconnu, quoi. Le soldat inconnu, c'est juste pour encourager les autres à y aller au cas où il y a quelque chose. Bon, enfin bref. Donc cette chanson, c'est droit, et c'est une très très belle chanson. La musique, c'est Gaëtan Roussel qui l'a faite.
Et les autres musiques, c'est moi qui les ai composées. Il doit y avoir 1 ou 2 morceaux que j'ai co-composés avec Johan Dalgarde, qui a produit l'album et qui est magnifiquement produit, quoi. Perfect imperfection, synonyme de perfection pour Eric Cantona, selon moi, c'est le mot amour. J'ai l'impression que tu cherches l'amour suprême tout le temps. Et j'aimerais qu'on écoute un morceau de On se love. Yes. Et un extrait aussi de Avoir le choix. Retour vers le futur, au diable les blessures. On part, on se téléporte, on traverse les époques. On plane, on vole, on s'enlace, on se love. On plane, on se love, on s'embrasse, on se colle. Les herbes rotent sur les balcons. À qui la faute? Au pharaon. Fatigué, courir encore, saluer jusqu'à la mort. Partir avec toi, au pire avoir le choix. Dis-moi, encore une fois. Ça se voit que tu kiffes. Ouais. T'es dans ton grand kiff. La musique, c'est puissant, hein. Ouais. Qu'est-ce Hier qu'elle a... soir, j'ai vu un concert magnifique. Balaké Sissoko et Pierce Faccini. C'était magique, c'est la trance, quoi. Tu te souviens d'un moment où c'est la musique qui t'a aidé à le traverser? Je sais pas ce qu'on me ferait quand sa musique. Putain, et un coup, il est venu un copain de mon fils qui adore la musique. Mon fils adore la musique. Qui adore la musique depuis toujours. Il avait dit, il prenait des cours de violoncelle à l'époque. Il était tout petit. Et puis sa prof, elle lui faisait, pas chanter, mais elle jouait des notes. Et puis il est rentré à la maison, il a dit, je voudrais manger un piano pour chanter juste. Moi, j'adore les trucs de petits comme ça. Et il avait sorti aussi, quand j'étais petit, j'étais bête parce que je croyais que les fenêtres, c'était des étoiles. La poésie des enfants, c'est extraordinaire. J'aurais adoré sortir un truc comme ça, adulte. Et il a dit, mais si ça n'existait pas, je l'aurais inventé, je l'aurais inventé, la musique. La musique, c'est... Et puis c'est tout, finalement, on trouve tout dans la musique. Hier, ce soir, j'ai essayé de dormir, et puis il y a un mec... Non, mais je me suis dit, mais comment c'est possible, quoi? J'étais pas dans un hôtel Ibis, où les murs ils sont comme ça, où on entend le mec à côté, quoi. Il y a des gros murs, quoi. J'entendais le mec qui ronflait, quoi. Pour la première fois. J'espère qu'il était de passage. Il était à côté. J'espère qu'il s'est réveillé, surtout. Je me suis dit, mais même ça, regarde, t'écoutes-le. Et je me suis endormi avec ça, en fait. Bon, ça va, c'était régulier, son truc. Il n'avait pas d'arythmie, heureusement. Ni d'apnée du sommeil. Et en fait, le son, j'avais vu une exposition de Patti Smith sur Rainbow, Antonin Artaud, tout ça, où elle était retournée dans les lieux où ils étaient allés à l'époque, et essayer de retranscrire ou recréer l'univers dans lequel ils étaient quand ils ont créé certaines œuvres, quoi, avec des sons aussi. Donc elle est partie avec un ingénieur du son et tout, ils ont enregistré des trucs et tout. Et c'était magique, quoi. C'était magique, et c'est de la musique aussi, tout ça. Une goutte qui tombe sur une feuille. La musique, Je me rappelle, il y a très longtemps, c'était le début de la techno. J'étais à Londres, et on est descendu, il y avait une petite pièce comme ça, et il y a un mec qui commençait à mixer, quoi. Mais c'était tout début, quoi. C'était il y a 30 ans, quoi. Mais le mec, il nous a bouffé le cerveau, quoi. Il nous a manipulé le cerveau. État de transe. Mais je me posais la question quand... Mais ça, c'est ancestral. C'est un son tribal. C'est tribal, quoi. Ouais. Ça a des milliers d'années, quoi. Mais quand tu étais à Manchester, tu as connu l'Hacienda, ces choses-là. Oui. C'était la grande époque New Order. Ouais.
T'as connu ces gens-là? Tu les as vus jouer? Oui, je les ai rencontrés. Ouais. Enfin, souvent, en France, on y vient petit à petit, doucement, quoi. Mais le monde de la culture et beaucoup le monde de la musique et du rock anglais, c'est des passionnés de football, quoi. C'est des fous de foot, quoi. Oui, bah Oasis, ils s'habillaient en survêt de foot. Ouais. L'autre fois, j'ai vu des images sur la nouvelle tournée qu'ils ont faite. Il y a le truc de Manchester City avec la tête de Guardiola. Sur scène. Ouais. Sur scène, ils ont fait une tournée mondiale extraordinaire. Mais quand tu rencontres les mecs d'Oasis, c'est toi qui es fan d'eux ou c'est eux qui sont fans de toi? Non, eux, ils sont pas fans de moi puisque je joue à United, moi. Ouais, mais quand même. Mais je crois qu'ils m'aiment bien. Ah non, ils t'ont déjà déclaré plusieurs fois de l'amour et du respect. Ouais, mais moi, je les adore aussi. Mais ouais, il y avait un élan artistique incroyable à Manchester dans les années début 90, quoi. Tu te rends compte que pour le sport, la musique. Quand on parle de Manchester, il y avait donc ce club qui s'appelait l'Hacienda, où tu avais l'émergence d'une techno qui a traversé le monde, de groupes qui venaient du rock, qui ont transformé ça en musique électronique. Quand on vivait ça et qu'on était en même temps dans un club de foot, comment ça se passait en fait le jour et la nuit? Tu sortais? Non, après tu pouvais pas? Non, je sortais. J'ai toujours trouvé, je crois. D'ailleurs, j'ai eu une opération du genou, opération de la cheville, j'avais 18 ans. Mais j'ai pas eu de blessure très grave, une petite élongation, parce que j'avais une hygiène de vie. Et en même temps, j'étais pas un moine, quoi. J'ai toujours eu besoin de moments où on lâche les... voilà. Et c'est très important. Et ça fait partie de l'équilibre pour moi, ça fait partie de la préparation, ça fait partie de l'équilibre psychologique pour pouvoir se préparer aussi à des compétitions. Il y a des moments... Bon, comme quand une équipe ne tourne pas bien, on se dit, tiens, on va faire un dîner, on va parler, on va boire un peu, on va essayer de recréer des liens, des trucs comme ça. Donc on a besoin de ça. Ça fait partie de la préparation, quoi. Voilà. Donc je crois que j'ai toujours trouvé les moments où... j'ai toujours su que j'avais besoin de ces moments-là et j'ai toujours trouvé ces moments-là. Oui. Donc si on m'a vu à la Hacienda... Après, il y a les gens qui nous voient à l'Hacienda et qui disent tous les soirs, il était à l'Hacienda. Parce qu'il faut bien qu'ils disent quelque chose. Il faut toujours un peu exagérer, quoi. Voilà. Donc, non, j'étais pas tous les soirs dehors, mais il m'est arrivé d'être dehors et du coup d'aller dans les endroits où j'avais envie d'aller, quoi. En tout cas, c'est un club mythique qui a marqué l'histoire de la musique, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est des appartements vitrés. Ils ont gardé le nom Hacienda. Dans le corner, là. Hacienda. Les machines qui montent jusqu'au ciel, là, tout vitré. Avant, c'était les briques, c'était les vieux trucs. La pluie, le brouillard. Je te conseille un film qui est une de mes comédies préférées, s'appelle 24 Hour Party People, avec Ryan Coogler, qui est introuvable en France, qui raconte l'histoire de l'Hacienda et de New Order, qui est un film incroyable. On va se faire une interview perfection-imperfection. Oui. Je vais te montrer des choses. Tu vas me dire qu'est-ce que tu y vois de perfection ou d'imperfection. Mais moi, la perfection, c'est la parfaite imperfection. Hein. Ben oui. Donc, je vois rien de parfait. Comme je vois rien d'imparfait. On commence avec cette photo. Quand j'étais enfant... Oh, c'est la veste, ça. Ouais. Perfection. Mais c'est extraordinaire, ça. Perfection ou imperfection? Ça, c'est la perfection, ça. Ouais. Nous, le cabanon, il était par là-bas. Et là, il y a un rocher là qu'on appelait le 13. Là. Il y en a qui plongeaient, mais il devait y avoir 30 mètres. On ne le voit pas bien, mais c'est un peu plus... Normalement, il y en a un qui est un peu plus à la verticale, comme ça. Ah, c'est trop beau, ça. Ça, c'est le quai. Explique pour les gens qui ne connaissent pas. C'est où j'allais quand on était petit, ça. Enfin, on l'a toujours, le truc. On a fêté mon premier anniversaire là-bas. Mes grands-parents qui avaient un petit cabanon. Tout petit. Petit cabanon. Des fois, on était 10. Des 20 mètres carrés. Ma grand-mère, elle sortait les matelas. On dormait. Si on voulait aller aux toilettes, on enjambait. Et puis, quand on se réveillait, on mettait les trucs contre le mur. Et le mur, c'était un truc en bois, quoi. Et non, c'était magnifique. C'est extraordinaire, ça.
Ça, c'est des câlins. Après, il y a Nuelon, juste derrière. Là, on prend là comme ça, et puis il y a une petite marche, il y a Nuelon. C'est les plus beaux endroits de Marseille, ça. On parle beaucoup des calanques de côté Cassis, quoi. Ils sont belles aussi, hein. Mais pour moi, les plus jolis, c'est après les stacks, quoi. À la Vesse. Si là, je te demande de penser à un moment particulier, ton dernier fou rire là-bas. Mon dernier fou rire. Là-bas, ouais. Ou un moment qui t'a marqué, que tu n'oublieras jamais. Une journée, un bruit, une odeur, un goût. Le bruit, en fait, c'est le son à mélanger à l'odeur, quoi. C'est l'odeur de la résine des pins et le bruit des cigales. Ouais. Par contre, il y a un truc que j'aimais pas, c'est quand il y avait le Mistral. Parce qu'en fait, le Mistral, il venait comme ça, là, puis refroidissait l'eau. Le Mistral, c'est... Et bon, après, pas avoir des ciels bleus comme ça, c'est un Mistral. Hein. Ils sont là pour chasser les nuages. On continue avec une autre photo. Alex Ferguson. Entraîneur à Manchester United. Eh oui, c'est une... Perfection, imperfection. Ah, perfection. Ah oui. Ouais, bien sûr. Non, c'est d'abord un grand monsieur, quoi. Et évidemment, un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football, quoi. La plus grande leçon qu'il t'ait donnée? La plus grande leçon qu'il m'ait donnée? Non, c'est ce qu'il était, quoi. L'homme qu'on respectait et qu'on aimait en même temps, qui était notre ami, en même temps notre guide, quoi. Continue avec un autre. Giroud. Perfection. Même si on a vécu des moments très conflictuels, quoi. Parce que il avait pris le relais de mes parents. J'avais 15 ans. Donc j'étais un adolescent, quoi. Et ben après, c'est comme tout parent adolescent, quoi. Voilà, et puis en même temps, aujourd'hui, je le remercie, quoi. Parce qu'il a pris le relais. Parce que prendre le relais de mes parents, c'est compliqué, hein. Parce que, comme on me disait tout à l'heure, c'était vivant, c'était plein d'amour, hein. Donc, j'ai eu la chance de me retrouver à Auxerre avec Giroud à ce moment-là. Et Daniel Roland aussi, et puis d'autres. Entouré de... je dirais pas une... Ouais, oui, c'était une famille, quoi. Mais c'était... il y avait de l'humain, quoi. Elle date de quand, la dernière conversation avec lui? C'était... j'ai fait une résidence avant de faire une série de concerts à Auxerre. J'avais dit, dans l'idéal, une résidence à Auxerre. C'est dingue. Et un premier concert à Manchester. Ah. Et comme j'ai de la chance, ça s'est passé comme ça, quoi. Et donc il est venu, et après la résidence, à la fin de la résidence, on a fait un concert avec des invités. Et il est venu. Et j'ai adoré. On continue. Perfection ou imperfection? C'est perfection, parce que c'était un scientifique, Léonard de Vinci, hein. Il a inventé plein de trucs, hein. Et toutes ces peintures, c'est que du calcul, les yeux, le regard, la mise en forme, quoi, la mise en place des personnages, des regards. C'est ce qui crée la magie, quoi. Et où on se sent un peu perturbé. Donc pour moi, c'est la parfaite imperfection. C'est pour ça que je voulais te montrer la Joconde. Ouais. Encore un. Ça, ce serait le monde vu du ciel, c'est ça. Ouais, il y a une phrase de Thomas Pesquet qui est extraordinaire, je trouve. Parce qu'elle est très imagée et très juste, tellement juste, quoi. Il disait, de là où il était, il voyait la Terre comme nous, on voit la Lune, quoi. Et il disait, de là où je suis, il est difficile d'imaginer les frontières, les guerres et la haine, quoi, qu'on crée, quoi. Parce que je pense pas que foncièrement, l'humain saurait, s'il n'y avait pas tous ces trucs qu'on nous a mis dans la tête, conquérir un territoire, conquérir un petit espace, tu penses qu'on... créer des micro-mondes, des micro-tenues.
des pense que c'est le micro-comportements. monde qui rend mauvais ou l'humain qui rend le monde mauvais? Non, je pense que c'est ce que l'humain a fait de ce monde, quoi. Qui fait que on est motivé de plus en plus par le pouvoir, quoi. Dans tous les sens du terme. Donc je trouve qu'elle est très belle, cette image de Thomas Pesquet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit prendre du recul. On doit prendre. L'idéal, c'est de prendre du recul par rapport aux choses. Et d'ailleurs, on nous dit souvent, ah, putain, tu as le nez dans le truc, prends du recul, quoi. Ouais. Parce que finalement, soit on dézoome, soit on zoome, quoi. Là, on dézoome, et c'est vrai que quand on voit le monde là comme ça, on se dit, mais même là, à la vue de cette image, on se dit, mais comment ça peut exister tout ce qui se passe, quoi? Et si on zoome, quoi, mais on finit où il y a le monde, il y a un continent, il y a un pays, il y a une ville, il y a un quartier, il y a une rue, il y a une maison, il y a un humain, on finit sur notre nombril, quoi. Et là, on est aveuglé. Voilà. Et après, on est aveuglé par tellement de choses, quoi. Tu penses Et qu'il y a pas seulement... Moi, je trouve qu'il y a un débat très important, il y aurait quelque chose de très important à faire, quoi. C'est qu'est-ce qu'une démocratie et qu'est-ce qu'une dictature, quoi. Qu'est-ce qui est l'information? Qu'est-ce qu'est la contre-information? Qu'est-ce que Parce que la l'opinion... contre-information est une forme de résistance aussi. Ouais. Ça serait très intéressant. Et aujourd'hui, plus que jamais, quoi. Tous ces pays, toutes ces soi-disant ces démocraties, quoi. En fait, tu me fais penser à un autre Marseillais qui est Akhenaton. Oui, j'aime beaucoup Akhenaton. Lui et sa famille, c'est des familles aussi. Peut-être que c'est Marseille, quoi, qui nous rend comme ça. Peut-être parce que Marseille est une ville portuaire, peut-être parce que c'est une ville très cosmopolite. Je pense portuaire, hein, le fait que ce soit portuaire, c'est très important, quoi. Parce que portuaire, c'est-à-dire qu'on... Ça crée... C'est important de s'ouvrir à d'autres cultures, d'autres gens. Ça nous nourrit. Au lieu de se fermer, quoi. Ça nous nourrit. Et en même temps, Marseille, il y a un port, il y a des bateaux, il y a l'horizon, quoi. Il y a l'appel du large. Et souvent, on ne part pas, mais il y a l'appel du large. Il y a l'horizon, qu'est-ce qu'il y a derrière, là-bas? Puis on ne part pas, mais on sait qu'on peut y aller, quoi. Et puis on est... Je pense que ça nous crée un monde imaginaire, quoi. Ça développe l'imagination, quoi. On continue perfection, imperfection avec l'homme de Vitruve, Léonard de Vinci. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Il paraît qu'il y a un chiffre, 1,6 quelque chose. Qui est le nombre d'or. Qui est le nombre d'or, ouais. Oui, il a créé l'ancêtre de l'hélicoptère, hein, tout ça. Mais c'était il y a combien? Est-ce que tu penses que l'homme est une création parfaite? On avait l'exemple devant vous. Mais bon, l'homme est une création parfaite. L'humain, ouais. L'homme avec un grand H. Il y a des peintures magnifiques. Il y a une femme allongée comme ça qui est l'origine du monde. Et puis il y a un mec qui est comme ça, c'est l'origine de la guerre. Voilà. On continue avec perfection ou imperfection, le football. Moi, je dirais que c'est... ouais, c'est l'imperfection parfaite, quoi. Plutôt que perfect imperfection. Qu'est-ce qu'il y a de parfait dans le foot, selon toi? Ce qu'il y a de magnifique dans le football, ouais, de parfait, c'est inégalable. Ce qu'il y a de magnifique dans le football, c'est que le football, ça a toujours été... C'est un sport on a besoin de rien pour jouer au football. Donc ça s'est toujours joué dans les quartiers, ça s'est joué... c'est le sport du peuple, quoi. C'est le sport du pauvre. Et c'est pour ça que j'ai fait un documentaire là-dessus,
sur le football immigration, 100 ans d'histoire. Bon, maintenant, ça ferait 120 ans, quoi. En fait, tous les grands joueurs français, parce qu'on parlait de la France, ils sont tous issus de différentes vagues d'immigration, quoi. Les Coppa, Piantoni, Platini, Zidane, Tigana, Fernandez. Donc on apprend à jouer aussi. Comme ça. Pour moi, le football, ça serait un parfait exemple de comment pouvoir vivre en société ensemble, quoi. Parce que le football, on a des gens qui viennent de partout et on forme une équipe avec des cultures différentes, des gens venant d'univers différents. Et tous, avec leur histoire, ils forment une équipe. Et ensemble, ils vont rire, ils vont se jeter dans les bras quand ils vont gagner, et puis ils vont pleurer ensemble quand ils vont perdre, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est un parfait exemple, le football. C'est pour ça que c'est un sport magnifique. Quel est le plus grand moment de joie que le foot t'a donné ? Pour moi, le football, c'est... ce que je retiens du football, c'est ce que je viens de dire, quoi. C'est ce que j'ai pu vivre avec plein de gens, quoi, autour de moi, quoi. Quel est le moment le plus triste que tu as eu à cause du football ? Le plus triste que j'ai eu à cause du football. Ou le plus dur ? Ben, le problème, c'est qu'on a un truc dur et puis 3 jours après, on a un autre match, quoi. Donc il faut qu'on se prépare, quoi, pour l'autre match. On n'a pas trop le temps de penser, quoi. La chose quand même la plus folle, pour parler d'échec, quoi, c'est quand même quand, avec l'équipe de France, on a enchaîné les victoires, on est premiers. On a 2 matchs à jouer chez nous pour se qualifier pour la Coupe du Monde. On a 1 point à prendre. On joue contre Israël, qu'on a gagné 4-0 chez eux. Et puis on perd 3-2 chez nous. Un truc incroyable, quoi. Et puis on joue la Bulgarie. Puis on a juste 1 point à prendre. Je marque. On mène 1-0. Donc, puis ils égalisent. Et puis, il reste 30 secondes de jeu à jouer. On a un coup franc, là-bas, sur le côté. Et puis, on était tous un peu fous, quoi. Et puis, on va tous dans les 18 mètres, là-bas, pour marquer, pour gagner, quoi. Contre-attaque, pute. On fait l'engagement, terminé, le match fini. On perd 2-1. Donc, d'une équipe qui dominait, quoi. On a 1 point à prendre chez nous contre une équipe qui était la dernière du classement. Et puis l'autre, c'était ou eux ou nous. Et on a juste 1 point à prendre chez nous, quoi. Et puis voilà. Donc ça, c'est le moment le plus... où on se demande encore aujourd'hui, est-ce que c'est vrai, quoi. Mais en même temps, le lendemain, je prenais l'avion, j'arrivais à Manchester... Puis je me rappelle, j'arrive, et puis on faisait toujours un petit taureau, quand vous voyez, un taureau, il y a un mec au milieu, et puis à l'époque, Ferguson, il avait 50 ans, quoi. Donc il jouait avec nous au début, comme ça. Et puis c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Eric ? Mais en même temps, on est là à l'entraînement, et dans 3 jours, on a un match à jouer pour Manchester United dans le football anglais, quoi. Donc il faut qu'on se reconcentre, quoi. Et c'est ça qui est magnifique aussi dans le sport, quoi. C'est que ce soit une victoire ou une défaite, il faut se concentrer sur ce qui vient, quoi. Parce qu'une victoire, ça, on est là, on est dans l'euphorie, machin, ici et là, et puis si on ne se reconcentre pas, le match d'après se fait ruiner, quoi. Ça se fait défaire. Donc c'est ça. Qu'on gagne ou qu'on perde, de toute façon, il faut se préparer pour le prochain match. Alors soit on se prépare avec l'euphorie de la victoire, ou soit il faut le mental pour se relever, quoi. Ben, il faut se relever, comme ça. Un rendez-vous manqué avec un joueur, entre un joueur et toi, ça a été avec Zinedine Zidane. Il y a toujours eu des chassés-croisés. Est-ce que vous avez déjà échangé ensemble, parlé de tout ça ? Non, on a parlé d'un football immigration. Parce qu'il y a son papa qui est interviewé, qui est extraordinaire. Ce qu'il dit et les silences extraordinaires. On est un peu dans 2 générations différentes.
Mais on a joué quelques matchs ensemble au moment où il commençait. C'était à Bordeaux, je crois, sa première sélection. Moi, j'aimerais profiter de ta présence pour recommander un livre. Ouais, ça, c'est magnifique. Hein. Qui s'appelle Kadour de Rachida Brakni. C'est un livre sublime où elle raconte l'histoire de son papa et la relation avec sa famille. Et on a mis 2 petites notes si tu as envie de lire un passage pour donner envie aux gens, parce que c'est un livre extrêmement bien écrit. Moi, je lis très très mal. Tu lis très très mal ? Ouais, et là, j'ai une pression en plus parce que c'est le livre de Rachida. Non, je lis très très mal. Vous savez pourquoi je lis très très mal ? Parce qu'au CP, il y avait une prof qui était en instance de divorce, je pense. Et moi, j'étais au fond de la classe et il y a son fils qui venait la voir. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment il est rentré dans l'école. Et il a eu une moto, il avait des gants noirs. Et je sais pas comment il faisait pour rentrer dans l'école, je sais pas pourquoi il rentrait dans la classe, pour aller voir sa mère. Mais moi, j'étais au fond de la classe, et près de la porte d'entrée. Et quand il rentrait, il me donnait toujours des coups de gants comme ça sur la tête. Il rentrait, il me donnait un coup comme ça sur la tête. Voilà. Et c'est au moment où on apprend à lire. Donc moi, je lis très bien. Tu écris bien aussi. Non, je lis très bien. C'est-à-dire, quand je lis, je comprends. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Quand on apprend un truc, l'important, c'est tu verras, tu l'apprendras beaucoup mieux si tu comprends. D'abord, essayer de comprendre ce que tu vas apprendre. Voilà. Donc, je crois que je lis très bien, dans le sens de compréhension. Par contre, je lis très mal à voix haute, et encore plus si j'ai la pression de lire un truc de Rachida qui est tellement bien écrit et qui est absolument sublime. Par contre, il y a son deuxième roman qui va sortir, un roman de fiction. Là. Mais c'est du haut niveau. Hein. Mais Rachida Brakni écrit très bien. Moi, je vous le recommande, ça s'appelle Kadour, c'est un livre sublime, il faut absolument lire ce livre et offrez-le à tous les gens que vous aimez parce que c'est un des plus beaux livres qui m'a été donné de voir ces derniers temps. Ah ouais. Et c'est sublime. On va cliquer ensemble sur plein de choses. On t'a demandé plein de choses que t'aimes et on commence avec une icône, le légendaire, l'unique Bruce Lee, avec une scène de La Fureur du Dragon. Ben Bruce Lee, parce que nous, il y avait les cinémas de quartier à l'époque. Hein. On avait un cinéma au Caillol, où je vivais dans un quartier à Marseille. Et souvent, il passait des Bruce Lee. Et on allait voir Bruce Lee le dimanche après-midi. Après, on se prenait tous pour Bruce Lee. Après, on fabriquait des manchaku et tout. Les nunchaku. Les nunchaku. Nous, on disait manchaku. Tu sais, des fois, on entend des trucs. C'est marrant parce que moi aussi, j'avais des mecs qui disaient manchaku. Ouais, mais nous, on disait manchaku. Voilà, mais c'est nunchaku, tu as raison. Et on coupait les balais, là. Les balais en bois, tac, tac, tac. On mettait la chaîne avec le clou, comme ça. Alors, si le balai n'était pas trop bon, ça s'ouvrait un peu, le bois. Mais autrement, on prenait les bons trucs. Et tac, tac, tac. D'ailleurs, j'ai gardé un truc, moi, là. C'est le nunchaku. Le manchaku. Ouais. Le nunchaku. Hop, et quand il tape là, dans le nerf, là, du coude, là. Mais autrement, j'étais bon. Hein. Mais tout ça, c'était Bruce Lee. Et j'adore... D'abord, je trouve que c'est un acteur extraordinaire. Parce que j'ai revu des films récemment, il n'y a pas longtemps. Et parce qu'il n'y avait pas que le combat, quoi. Non, il faisait tout. Et il faisait tout. C'est un phénomène, quoi. Et j'adore les petites phrases de Bruce Lee. Les phrases comme ça, philosophiques, un peu. J'adore. Sa plus connue, c'est Be Like Water, My Friend. Yes. Ouais. Ah, c'est trop beau, elle prend la forme de l'eau. Comme l'eau, elle prend la forme d'un verre, elle prend la forme de tout, quoi. Ça pourrait être du Eric Cantona. Mais c'est du Bruce Lee. J'aimerais qu'on clique ensemble sur un documentaire qui s'appelle Mr. Scorsese, sur Martin Scorsese. Je sais que tu es fan de Scorsese. It's interesting to me because you were an artist's son. I just somehow found myself hanging out there with them when I was a teenager. I just hung out there. We were over right across the street. Sometimes you sit right on the railing here. Then we were in the Alto Nights most of the time. The Alto Nights is right there, right? Right there.
That was a social club that we hung out in on Kenmare and Mulberry. That was the main place that we all stood, as they say. You mean actually stood, or? No, that's an expression. We stood there. Oh. It's like double-deck pinochle. Yeah, but then you we used to got- blast the jukebox, you remember? To shoot pool. I remember, we hung there for a couple of years. Yeah, a long time. But you got into that with the pool hall with Frank Pisano. There was a fight we had in Kingston. Yeah, and you was the and pool hall. like 1,000 guys came out of the woodwork. You should probably forget about it. It's like there's 1,000 guys over here. There were bats and everything. I said, let's go. I hung out a block or two away from Marty, and Robert was the go-between. He hung out with us, and he hung out with Marty's crew, if you will. So, and I knew Marty. We'd walk by, he'd wave. So he knew all the people that I made the films about. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça me parle? Est-ce que toi, ta galaxie de potes, est-ce que tu as encore des potes d'enfance de Marseille? Ou est-ce qu'ils sont éparpillés en fonction de toutes les aventures et toutes les vies que tu as eues? Si tu dis je dois faire une réunion de potes. Si je dois faire une réunion de potes, ma femme, Rachida, elle me dit souvent, si tu veux faire un truc pour ton anniversaire, par exemple, il va falloir que tu les loues. Quoi. Parce que moi, des amis, pour moi, l'amitié, c'est sacré. Quoi. Moi, j'ai 4 amis. Quoi. J'en avais 5, j'en ai perdu un. J'ai 4 amis. J'ai Jérôme, qui est dans le Vaucluse. J'ai Farid, qui est en Normandie. J'ai Claude, qui est à Nice. Et j'ai Philippe, qui est à Marseille. Voilà. Après, c'est des copains. Après, c'est des copains, des petits. Après, il y en a qui sont entre ce copain et en train de devenir des amis. Voilà. J'ai un Philippe dans les Alpilles. Voilà. Mais pour moi, c'est important, l'amitié, quoi. Voilà. Donc des amis, j'en ai pas énormément, quoi. Et ta femme, c'est ton amie ultime? Ma femme, c'est ma sœur, c'est ma femme, c'est ma maîtresse, c'est mon amie, c'est ma copine, c'est mon ennemi. C'est tout ça. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble maintenant. Ouais. Et puis j'ai l'impression que ça s'est passé comme ça, quoi. Voilà. Et on a encore plein de belles choses à vivre ensemble. Comment on sait que c'est la bonne? Comment t'as su? Je crois que c'est comme on se voit dans les yeux de l'autre, non? Comme un miroir, les yeux, quoi. Finalement, je crois que l'amour, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on nous renvoie, quoi. Qu'est-ce qu'on nous renvoie? Aimer l'autre, c'est enfin s'aimer, quoi. Et ça marche, il faut que ça marche dans les deux sens pour qu'une histoire dure, quoi. Est-ce qu'elle t'a apaisé? Est-ce qu'elle m'a apaisé? Elle m'a apaisé. Elle m'a ouvert à plein de choses. Je l'ai ouverte à plein de choses. On a une vraie... on se nourrit, quoi. Je crois qu'on se nourrit et on se porte aussi, on se motive à faire plein de choses aussi. C'est une actrice exceptionnelle, c'est une chanteuse exceptionnelle. Une écrivaine exceptionnelle. Une écrivaine exceptionnelle. Elle a un groupe avec Gaëtan Roussel, l'éditeur, ils ont fait un album il y a une dizaine d'années qui est exceptionnel. Elle a écrit certains textes, il a écrit des textes, il a écrit la musique. Là, ils sont en train de préparer un deuxième. Elle touche à plein de choses et tout ce qu'elle le fait merveilleusement bien, quoi. Donc et c'est important, ça. Le secret, c'est d'être fan de sa femme. C'est être fan de sa femme et de s'ouvrir, je crois que de s'ouvrir à plein de choses aussi, quoi, ensemble, quoi. Voilà. Après, il y a des acteurs qui ne s'intéressent qu'au métier d'acteur, quoi. Je crois que quand on a une âme artistique, on s'intéresse à toute forme d'art, quoi. Et il faut s'intéresser à toute forme d'art. Ne serait-ce que pour être indépendant, quoi. Et ne pas être là devant son téléphone à attendre qu'il sonne, quoi. Voilà, c'est avoir des projets, c'est les initier, et puis ça développe
l'imagination, quoi. Voilà. Écrire un livre, c'est extraordinaire. Quand elle a fini d'écrire un livre, c'est comme si elle avait perdu un truc, quoi. Elle vit avec ses personnages, elle vit avec son histoire, quoi. Et en même temps, quand elle est en train de le finir, elle est déjà sur l'autre, quoi. Voilà. Je me demande si finalement, c'est pas ce qu'elle préfère faire, quoi. Écrire. Ce qui ne l'empêche pas de faire plein d'autres choses merveilleusement bien. Avant de se quitter, on a parlé de l'album Perfect Imperfection, mais il y a une musique que tu as voulu réentendre et j'aimerais qu'on en parle. Tu as voulu qu'on retourne au pays de Candy. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine. Dis-moi tout, Eric. Tous les soirs en s'endormant. C'est une chanson que j'ai... C'est vrai qu'elle tue Non, la c'est pas une chanson. chanson, c'est un dessin animé. C'est un générique, ouais. C'est un générique, ça c'est un générique, oui. Ouais, mais... ouais. C'était ma grand-mère, parce que nous on habitait, il y avait ma grand-mère, il y avait mes grands-parents, et puis il y avait mes parents. On a toujours vécu comme ça. Et ma grand-mère, en fait, qui était une femme forte, très forte, elle avait des poupées, et elle adorait les dessins animés. Et quand parce qu'on était au-dessus, il y avait quelques marches à descendre. Et quand je descendais et qu'elle regardait Candy, je m'asseyais à côté d'elle et puis on regardait au pays de Candy, quoi. Enfin, elle regardait au pays de Candy et puis voilà. C'est des souvenirs qui nous ont construits aussi, quoi. On peut être fort et regarder au pays de Candy, quoi. Ouais, parce que ma grand-mère était quelqu'un de très très fort. Et elle regardait ça. Puis je me rappelle, il y avait mon fils, une fois, il avait voulu mettre la panthère rose. Et je sais pas quoi, il y avait la panthère rose, et puis elle aimait pas la panthère rose. Elle dit, lève-moi ce machin rose, là. Voilà, je sais même pas s'il y avait la télécommande, là. Mais voilà, quoi. Mais elle adorait au pays de Candy. Il y avait les mystères de l'Ouest qu'on regardait aussi, de temps en temps. Mais vous savez quoi, moi, je vais regarder... mes enfants, quand ils étaient plus jeunes, on allait regarder des dessins animés, des films. Bon, après, nous, avec ma femme, avec Rachida, les petits sont toujours en train de nous regarder, on est toujours en train de pleurer quand on regarde quelque chose, quoi. Ah ouais? Mais nous, on va regarder un truc, un dessin animé au cinéma, on s'attache au personnage, quoi. Et puis on pleure, quoi. C'est quoi le dernier dessin animé qui t'a fait pleurer? Putain, je vous dis, maintenant, ils ont grandi, les petits. Ouais. Non, mais moi, je regarde plus. encore Dragon Ball et le Chevalier Zodiac et je peux pleurer devant. Donc. Ah ouais, non, mais c'est... Voilà. Donc, c'était ça. On a grandi avec ça. On a grandi avec... on peut regarder Candy au pays de Candy et être fort, quoi. Et Bruce Lee. Et Bruce Lee. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Merci à toi. L'album est trop cool. C'est vraiment trop cool. J'ai pris trop de plaisir à l'écouter. Comme je prends du plaisir à avoir ce moment avec toi, j'ai pris du plaisir à préparer cette émission. Et c'est dans ces moments-là, je me dis que je suis content de faire ce métier pour avoir la chance de parler avec toi. Merci beaucoup. Merci, Eric. Merci. À bientôt.